Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en fait à cette table ronde sur un sujet d'importance pour l'avenir de nos fermes et de nos usines. Moins d'énergie, moins de déchets, plus de productivité grâce aux technologies numériques et à l'IA générative. Cette table ronde est organisée en partenariat avec Valorial, Enter et l'AREA Nouvelle-Aquitaine et cofinancée par i5 qui est représenté sur le kakémono juste derrière Eva. Je vous propose d'accueillir chaleureusement les experts qui vont nous partager leur avis. J'appelle Nicolas Roussel. Nicolas Roussel est chercheur, directeur du centre INRIA à l'Université de Bordeaux. Ses travaux portent en fait sur l'interaction humain-machine et l'intelligence artificielle. Bienvenue Nicolas. Bonjour. J'appelle maintenant Grégoire Dupré. Grégoire est cofondateur d'Abelio, une start-up innovante basée à Toulouse, spécialisée dans l'optimisation des pratiques agricoles grâce aux technologies numériques. Passionné d'ingénierie, il a étudié au MIT et se consacre à la création de solutions durables pour les agriculteurs. Et enfin, merci d'accueillir Raoul Bock, Cloud Sales Specialist Data and IA Microsoft. Il joue un rôle clé dans la stratégie de transformation numérique en aidant les entreprises à intégrer des solutions d'intelligence artificielle et de gestion des données dans leurs opérations. Bienvenue à tous les trois. Comment vous vous sentez ? Impeccable. Reposé. Bien installé. Bon, ces trois experts vont apporter des perspectives variées et enrichissantes à notre discussion. Bienvenue à tous les trois à nouveau. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les technologies numériques et entre autres l'intelligence artificielle générative transforment le secteur agricole et agroalimentaire. Un sujet d'importance en fait pour nos filières. Nous commencerons par définir ce que nous entendons par numérique et intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative. Ces technologies sont au cœur de la transformation numérique, permettant des gains significatifs en termes de performance industrielle. Nous examinerons aussi les gains possibles et comment les mesurer, ainsi que l'intégration pratique du numérique et de l'IA dans les processus industriels et agricoles en identifiant les prérequis nécessaires pour cette bonne intégration. Nous comparerons aussi la performance industrielle et environnementale en examinant le cycle de vie des processus numériques qui peuvent, comme on l'a vu hier, réduire la consommation d'énergie, mais nécessiter plus de ressources pour les serveurs. Nous aborderons aussi la sécurité et la souveraineté, qui sont des enjeux cruciaux, en examinant les risques cyber et les moyens de préserver notre souveraineté face aux géants de la technologie. Enfin, nous discuterons des étapes concrètes pour avancer dans la transition numérique avec des conseils et stratégies de la part de nos trois experts. Bon, merci à tous d'être présents à nouveau. Que dites-vous de commencer ? Eva. C'est parti, merci Olivier pour cette introduction. La première partie de cette table ronde va s'orienter sur la définition de l'IA. Je vais commencer par m'adresser à toi, Nicolas. Et ma question est, du coup, quand on parle de numérique, on part d'où ? On arrive où ? Qu'est-ce qu'on appelle réellement l'intelligence artificielle ? Et pourquoi dit-on que les systèmes sont plus intelligents ? Ouais, vaste question. Alors le numérique, ça part de la capacité à décrire des choses avec des 0 et des 1. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Donc avec ça, ce qui est beau, c'est qu'on peut décrire des nombres, on peut décrire des symboles, et avec des nombres et des symboles, on peut décrire à peu près tout, du texte, de l'image, du son, de la vidéo, des choses qui existent, des choses qui n'existent pas, mais aussi des procédures, donc des façons de travailler les données. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'une fois que ces objets et ces procédures sont décrites, on peut les améliorer, on peut les exécuter, donc on peut simuler, on peut tester, on peut faire plein de choses. Et ça, en fait, c'est la base de ce qu'est le numérique et de la puissance que ça donne. Donc la capacité de décrire des choses et puis de faire des calculs, de simuler, de tester des hypothèses. Alors après, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques numériques qui permettent de prédire, classer, détecter. Donc c'était classiquement ce que faisait l'IA. Le terme a été inventé dans les années 1950. À l'origine, c'est un programme de recherche qui vise à reproduire la cognition humaine. Et il y a eu différentes étapes dans cette histoire.
Et l'IA générative, en fait, c'est ce qu'on voit émerger fortement depuis quelques années. C'est la capacité des systèmes à base d'IA de produire des choses, donc pas seulement analyser des choses qu'on leur donne et puis sortir quelques calculs ou quelques résultats relativement simples, mais là de produire des choses complexes, type du texte, des dialogues, des images, du son, et de les enchaîner. Et après, ma définition personnelle de ce que c'est que l'IA, c'est tout ce que fait une machine, donc un ordinateur, sans que je sache expliquer comment elle le fait. Donc si je vous dis j'ai fait un programme qui fait une addition, ça ne vous impressionne pas. Et vous n'allez pas dire que c'est de l'IA. Si je vous dis j'ai fait un programme qui écoute tout ce que je dis et qui l'écrit, là déjà c'est plus compliqué, on ne voit pas trop comment le truc peut le faire. Et là probablement on sera d'accord de dire que c'est de l'IA. Donc en fait c'est une façon de dire que l'IA c'est la frontière la plus, enfin c'est la frontière du numérique, c'est la couche la plus avancée de ce qu'on sait faire avec le numérique. Merci Nicolas. Je vais maintenant m'adresser à toi Raoul pour te demander, déjà selon la RGPD, on sait que maintenant toute info collectée auprès des citoyens de l'Union européenne doivent résister dans des serveurs qui sont des entités juridiques en Europe. Et je voulais savoir chez Microsoft justement comment elles sont gérées les données de vos clients, comment elles sont sécurisées et localisées dans les serveurs. Ouais, vous m'entendez, c'est bon. Du coup, merci de m'accueillir. Donc en effet, moi je suis donc spécialiste sur la partie cloud. Donc Microsoft, on fournit des solutions comme tout le monde connaît, hein, Office, Word, ainsi de suite. Bon, ça c'est la base. Maintenant, il y a tout ce que fait les services cloud. Donc on fait de l'hébergement de données, de serveurs. On propose des services aux clients. Donc mon rôle est d'accompagner les clients dans l'évolution et la modernisation, on va dire, des services et notamment dans l'IA, des cas d'usage pour améliorer et innover avec de l'IA. Donc les serveurs, en effet, il y a différentes zones. Hein. Il y a des data centers en Europe, il y en a aux US, il y en a en Chine, il y en a un peu partout. C'est des data centers qui sont mutualisés. Donc c'est ce qu'on appelle un cloud public. Il y a des data centers après qui sont cloud souverains. Donc là, nous, on investit aussi, par exemple, dans ce qu'on appelle Bleu, qui sont un data center qui va être en France. Donc nous, on fournit la technologie. Et derrière, il est opéré par un Capgemini et un Orange qui eux-mêmes vont gérer la sécurité, la souveraineté des données et qui Microsoft n'a rien à voir là-dedans à part fournir la techno. Donc il y a différents niveaux, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez vous mettre en fonction des contraintes que vous pourriez avoir. Donc il y a tout cet aspect cloud et donc data center. Dans les data centers, déjà, il n'y a personne qui a accès à ça. Il y a peut-être une dizaine de personnes par data center qui ont accès. Ils ont un screening, ils vont très loin dans la sécurité, on va dire, que ce soit au niveau de la personne et au niveau de l'accès des data centers. Et ensuite, après, donc, on vous garantit que votre donnée est en Europe. On vous garantit le réplicat de la donnée aussi en Europe. Donc tout ce qui va être, on va dire, souveraineté, et on répond aux lois européennes là-dessus. Et en fonction des pays dans lesquels il est localisé. Donc il y a des data centers en France, il y en a à Amsterdam, il y en a aux Pays-Bas, enfin à Dublin, il y en a en Allemagne, en Suisse. Donc on est en train de construire un peu les data centers partout. Et après, vous pouvez choisir où est-ce que vous allez mettre vos données en fonction des contraintes que vous allez avoir au niveau de chacun. Bon, j'ai essayé de faire simple, mais voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Grégoire, est-ce que vous pouvez nous parler d'Abellio? Que propose Abellio? Quelle solution avez-vous développée? Eh bien, une fois qu'on a la chance d'avoir des algorithmes qui sortent des centres de recherche d'une part et qui sont hébergés par des fournisseurs de cloud et de puissance de calcul d'autre part, nous on essaye de faire quelque chose des différentes données qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire des données satellitaires, des données issues de drones, de la météo, propres aux parcelles aussi, de comment l'agriculteur gère telle parcelle depuis des années, etc. Et la somme de ces données, on en fait des outils qu'on appelle des outils d'aide à la décision qui permettent aux agriculteurs d'aller optimiser leur façon de travailler au quotidien. Globalement, ça en permet de répondre à certaines questions que se posent les agriculteurs quand ils prennent leur tracteur. C'est quelle dose d'engrais je dois appliquer sur quelle zone de ma parcelle? Est-ce que je dois vraiment traiter aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt demain? Quelle dose je dois mettre de produits phyto? Quand est-ce que je dois irriguer? On a parlé d'eau longuement tout à l'heure. Donc toutes ces questions-là qui se posent chaque année et plusieurs fois par an chez les agriculteurs, on essaye d'y répondre au travers des outils qu'on développe, qui sont développés donc au travers de cette fameuse intelligence artificielle et de l'analyse de la data au sens très général du terme. Donc c'est de l'agriculture de précision? C'est exactement ça, on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision, c'est-à-dire mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment, c'est l'adage. Merci. Très intéressant. Est-ce qu'on peut poursuivre sur le sujet de notre table ronde qui est la performance accrue grâce au numérique? Comment mesurez-vous, question adressée à tous les trois, comment mesurez-vous et mettez-vous en avant la performance industrielle
ou agricoles obtenus par vos clients grâce à l'adoption de ces solutions numériques? En d'autres termes, quels sont les domaines où ces gains se manifestent le plus? Très bien. Celui qui veut prendre la parole, Allez, la question pour je tous les commence. trois. Je commence, j'ai fini, je commence. Donc globalement, chez Abellio, on a 6 branches de services. Et ces 6 grands services apportent des gains qui sont différents, des gains et des impacts qui sont différents. Chez Abellio, on s'attache à ce que chacun de nos services respecte 2 principes fondamentaux pour nous. C'est un impact économique positif pour l'agriculteur et un impact positif pour l'environnement. Ce sont nos 2 moteurs pour développer des outils. Et on s'attache ensuite à travailler sur, donc, comme je le disais, 6 branches. Une branche qui porte sur l'optimisation plutôt de la gestion globale de la parcelle, que ce soit de l'étape clé qui est le semis ou la fumure de fond, où là on va essayer d'optimiser la semence en fonction de la réelle potentialité de production de la parcelle. Donc on est capable de quantifier l'économie en termes de graines et l'économie en termes de durabilité finalement de l'exploitation par rapport à sa consommation réelle de la ressource qu'est le sol. On va ensuite s'attacher à optimiser l'irrigation. Donc là, ça se quantifie en millimètres d'eau par hectare ou en mètres cubes par hectare. C'est plus simple pour tout le monde. Et globalement, là, on a une métrique qui est assez parlante. C'est 50 mm. 50 mm d'eau par hectare, c'est 500 mètres cubes par hectare par an. Ça fait beaucoup. Ça fait quelques piscines. Ensuite, on travaille sur la partie fertilisation azotée, où là, ça se matérialise à la fois par des gains de rendement, donc de stockage carbone en quelque sorte, parce que le rendement c'est du carbone, c'est du grain, et à la fois par de l'économie d'azote. L'azote qui est, comme la plupart de vous le savent peut-être, mais le premier polluant en termes de CO2 de l'agriculture. Ensuite, on travaille sur, bien sûr, les produits phytopharmaceutiques. Le premier, c'est les fongicides. Économiser les fongicides en ne traitant que si c'est nécessaire. Aujourd'hui, on est à 21,5% exactement de réduction de fongicides en céréales. On s'attache ensuite à travailler sur les herbicides. Là, on est à 68% en moyenne de réduction. Ce sont des chiffres issus des études de l'INRAE, pas des miennes en plus. Sinon, ce serait plus haut. Et dernière chose, on s'attache à travailler sur les couverts. Donc, comment on gère de manière un peu plus globale et agroécologique une parcelle, de sorte à ce qu'elle soit plus résiliente et durable. Ce que je retiens, c'est on ne met pas de la tech pour de la tech. On met de la tech dans le but en fait, d'avoir plus de flexibilité. Ben, globalement, si on met de la tech pour la tech, ça fera comme tout service qui font de la tech pour la tech, il s'arrête très rapidement. Nous, l'objectif, c'est d'apporter un véritable impact à la fois économique, parce que c'est comme ça qu'on arrive à motiver les agriculteurs, tout simplement pour faire rentrer la technologie dans les champs. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'en passer par là. Réglementer des choses, c'est bien, mais quand c'est utile, c'est quand même bien mieux. Et l'autre effectivement aspect, c'est de pouvoir démontrer un impact écologique positif pour que ces solutions s'inscrivent vraiment sur la durée chez nos exploitants agricoles français et européens. Merci Grégoire. Raoul, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de gains et d'usage du numérique et de l'IA? Alors en effet, il y en a pas mal. Je vais en citer quelques-uns, mais il peut y en avoir plein d'autres. Hein. L'idée, c'est que nous, on n'a pas une solution qui est dédiée là-dessus, mais qui est un panel de solutions qu'on va faire sur mesure. Donc l'idée, c'est de prendre le cas d'usage que vous avez ou les besoins clients. Et donc, par exemple, on en a fait plusieurs. Donc, il y en a un qui était, on avait un poulailler, il y avait les poussins, il y en avait 5000. Il peut y avoir des maladies qui se transmettaient entre eux. On pouvait les détecter à travers des images et des caméras. Donc, on avait entraîné l'IA à détecter rapidement en fait cette maladie qu'on pouvait voir en fait sur les poussins et les isoler rapidement pour éviter que ça impacte tout le poulailler, par exemple. Donc ça, c'était la première chose. On pouvait aussi voir la température qui faisait dans le poulailler, le temps qui passait à l'extérieur, l'humidité, enfin tout un tas d'impacts, on va dire, qu'il peut y avoir sur la production. Donc, là, c'était des poulets, pour le coup. Savoir aussi, en fait, si, par exemple, il y avait des pénalités, s'il faisait plus de 3,2 kg à la fin ou s'il faisait moins. Donc l'idée, c'était de savoir quand est-ce qu'il fallait qu'il passe à la phase suivante. Et donc voilà, ça, c'était un cas d'usage. Il y en avait d'autres qui étaient plus sur de la sécurité animale, ainsi que du monitoring avec de l'IoT, en fait, donc des objets connectés, de la santé de l'animal. Donc c'était des colliers qu'on a développés avec une société suédoise et qui remontait en fait les données à travers notre plateforme. Et l'idée, c'était de savoir où sont les vaches ou les chèvres ou les poulets en fonction de ce qu'on voulait suivre dans l'enclos. Est-ce qu'il y en a un qui va pas bien?
Et donc avoir tout un tas de dashboards de données qui remontent pour, être plus détendu de notre côté et mieux piloter aussi son élevage, et derrière aussi avoir plus de sécurisation s'il y en a une qui, on va dire, se fait la malle versus les autres qui restent dans l'enclos. Donc c'est un exemple, hein. Après il peut y en avoir plein d'autres, mais l'idée c'est de vous accompagner en fait dans la réflexion de cas d'usage, où est-ce que vous allez avoir un ROI et comment on peut vous accompagner là-dessus. Merci. Dans cet exemple en fait, des poulets, est-ce qu'il y a quelques KPI qui pourraient être donnés sur l'apport du numérique dans cette situation? Ouais, alors déjà, il y a eu beaucoup moins de pertes dans le poulailler en question. On était à 95% de précision avec de l'IA une fois qu'on l'a entraîné. Donc bien sûr, c'est l'humain qui a permis d'entraîner et de détecter ce qu'on voyait sur les poussins, par exemple, au niveau de la maladie. Et donc l'idée, c'était c'est toujours de s'appuyer sur l'humain pour valider l'IA et de réentraîner l'IA pour qu'elle puisse atteindre le but que vous souhaitez. Et donc ça, il n'y a que vous qui avez la connaissance du métier qui peut nous aider en fait, à paramétrer l'IA pour qu'elle réponde à votre besoin, par exemple. Merci beaucoup, Raoul. Je ne sais pas si Nicolas, tu as quelque chose à ajouter à ça. Oui, si. Donc, bon, nous, on est un centre moi, je dirige un centre de recherche, hein, un organisme de recherche. Donc, on n'a pas d'activité première qui est reliée à vos domaines. On n'a pas non plus forcément beaucoup de partenaires qui sont reliés à vos domaines. Mais je dirais, nous, on agit à un ordre élevé. Donc, pour vous illustrer ça, donc moi, mon premier contact avec la recherche, c'était en 1992. J'ai fait un stage à l'INRA, que je ne connaissais pas. C'était en région parisienne. Et l'INRA faisait des analyses de porosité de sol du vignoble bordelais. Et moi, j'étais stagiaire informatique et j'étais là pour développer un outil qui permettait aux chercheurs de l'INRA de faire des analyses de données de porosité des sols. Et donc, quelque part, le vignoble bordelais, donc son job, c'est faire du vin. Je caricature, je simplifie. Le chercheur INRA avec qui je travaillais en 92, son job, c'était mieux comprendre comment on peut améliorer la production du vin. Mon job d'informaticien de base, c'était donner des outils pour améliorer la manière dont le chercheur INRA peut améliorer la manière dont on produit du vin à Bordeaux. D'accord ? Et puis après, je suis devenu chercheur en informatique. Et quand on est chercheur en informatique, notre job, c'est améliorer la manière dont les informaticiens peuvent améliorer la manière dont les chercheurs de l'INRA peuvent améliorer la manière dont les vignerons peuvent produire du bon vin. D'accord ? Et donc, et pour moi, c'est ça la puissance du numérique que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un empilement de technologies où, une fois qu'on les a mises en place, à chaque fois qu'on améliore quelque chose, il y a un enchaînement de techno qui fait qu'à la fin, on a un impact fort. Et alors, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dont Raoul a parlé, c'est que dans la grande histoire de l'IA, évidemment, il y a eu avant l'IA générative, il y a quand même eu un moment important qui était tout l'essor des réseaux de neurones. Et ça, les réseaux de neurones, c'est vieux, mais ce qui a permis l'essor, c'est les gros disques durs, les réseaux rapides et les gros calculateurs. D'accord ? Donc le genre de service que Microsoft fournit, c'est important pour arriver à faire tourner la machine. Donc nous, en recherche, qu'est-ce qu'on apporte ? Par exemple, quand on veut optimiser quelque chose sur la quantité de produits qu'on va répandre quelque part, à un moment donné, on peut se retrouver confronté à plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et donc, si j'ai un millier de paramètres sur lesquels je peux jouer, comment je décide lequel je vais tourner, dans quel sens, etc. Et donc, nous, on a des chercheurs, par exemple, qui travaillent là-dessus, sur comment on explore intelligemment, si je peux dire, un énorme espace de paramètres. Ou un autre exemple de choses qu'on fait, c'est si dans mon exploitation, j'ai des gens qui ont un savoir-faire énorme et quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, la personne expérimentée va régulièrement lui dire « non, on ne fait pas comme ça ». Et l'autre va demander « mais pourquoi on ne fait pas comme ça ?» Je ne sais pas, mais on ne fait pas comme ça. Donc on a aussi des chercheurs qui s'intéressent à comprendre comment on extrait, comment on comprend ce qu'il y a de la valeur dans quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ça c'est bon et ça c'est pas bon, par exemple. Et ça, c'est des sujets qui touchent à l'IA et à la recherche qu'on fait, nous, en IA. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vais revenir vers toi, Grégoire, si tu le veux bien. Donc, tout à l'heure, tu nous as donné des exemples d'applications que propose Abellio. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus de comment l'IA est finalement intégrée dans les services et produits que vous proposez à vos clients ? Bien sûr, on a parlé tout à l'heure d'entraînement, donc c'est quelque chose que je vais reprendre en termes de concept. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les réseaux de neurones, c'est la grande majorité des algorithmes qu'on utilise. Ce sont des algorithmes qu'on peut dire boîte noire, entre guillemets, dans lesquels on va faire passer tout un tas de données en attendant un résultat. Donc, je prends un exemple qui parle à tout le monde. Je vais donner 1000 photos de chats, 1000 photos de chiens, un algorithme, et je vais lui dire à chaque fois ce que j'attends en sortie. Là, ça, c'est un chat, dis-moi que c'est un chat, etc., etc.
Donc l'algorithme, lui, il va analyser l'image, il va analyser la donnée, et il va être en capacité de dire, le chat, il a des moustaches, donc voilà, c'est une feature que je vais retenir qui me permet d'identifier le chat. Puis une autre feature, le chien il est ceci, le chien il est cela, enfin bref. Donc notre travail et comment l'intelligence artificielle s'intègre dans nos solutions, c'est de cette façon-là, en prenant des données, en entraînant un algorithme dont on connaît le résultat. Donc c'est ce qu'on appelle la phase d'étiquetage, de labellisation, qui nous permet ensuite donc d'entraîner cet algorithme. Concrètement, comment ça se matérialise dans l'agriculture, plus que des chats et des chiens? On prend des mauvaises herbes, on dit ça c'est un datura, ça c'est un xanthium, ça c'est de la morelle, et on le fait passer dans l'algorithme, et ensuite l'algorithme est en capacité de dire ça c'est un datura, ça c'est un xanthium, ça c'est une morelle. On fait pareil pour dire voilà mon profil hydrique de ma parcelle qui a tel sol, dont telle culture a été semée à tel moment et avec telle donnée météo, le profil hydrique est de cette façon-là, permet-moi de trouver le profil hydrique de n'importe quelle parcelle. Ainsi de suite. Bon, c'est peut-être un peu plus abstrait quand on commence à parler de profil hydrique, mais globalement, la logique est toujours la même. On a des données initiales qui nous permettent de caractériser une situation, comme l'aurait fait un ingénieur agronome il y a quelques années, mais sur des modèles qui auraient été un peu plus empiriques, qui auraient été le fruit de détails et de features qu'aurait pu remarquer un ingénieur. Là, on prend un volume beaucoup plus large de données, avec des caractéristiques qui vont potentiellement plus loin et qui nous permettent d'adresser potentiellement plus de situations différentes, avec un modèle qui va être plus flexible. Et tout ça, ça nous permet de retomber sur nos pattes et sur une analyse finale. Voilà, j'ai essayé de caricaturer un peu et de rentrer un peu dans la technique, c'est pas si facile. Non, mais c'est très clair, Grégoire, merci pour ça. Et du coup, toujours pour rebondir sur ce que tu dis, quels sont finalement les challenges pour intégrer les solutions numériques et l'IA dans les activités agricoles? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier challenge, mais c'est propre à l'IA, propre au numérique en général, c'est juste d'être en capacité de faire toucher du doigt un agriculteur, qu'un conseil qui peut lui faire changer ses pratiques de base. On a parlé tout à l'heure de résilience, on a parlé d'eau, on a parlé du fait que oui, il y a des paradigmes qui sont présents depuis des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'années. Et il faut peut-être réfléchir de manière différente. Et c'est exactement ça qui est d'abord compliqué dans l'agriculture. On essaye de faire réfléchir les agriculteurs et de les pousser vers parfois des solutions ou des façons de travailler qui sont un peu éloignées, des fois pas trop éloignées, mais quand même éloignées, de la façon dont ils ont l'habitude de travailler. Donc notre rôle, c'est de démontrer à ces agriculteurs, à ces techniciens, à ces conseillers, parce que c'est globalement toute la chaîne de valeur agricole qu'on adresse, que les outils issus de l'intelligence artificielle apportent un impact financier, environnemental positif pour leur activité. Ça, c'est le premier frein qu'on essaye de passer, c'est celui de faire entrer et utiliser réellement un outil par l'agriculteur. La deuxième problématique qu'on rencontre dans l'agriculture spécifiquement, c'est la diversité des situations. Si je prends n'importe quel distributeur dans le sud-ouest, on va prendre au hasard une coopérative du Berry, des Landes, du Béarn, l'Urberry par exemple, j'ai vu un représentant tout à l'heure. On va avoir sur ce même territoire des disparités, des hétérogénéités de sol, de climatologie. Donc c'est un distributeur par exemple qui va agir aussi bien dans les Landes que dans les montagnes. Donc avec des climatos très différentes, des cultures différentes, des agriculteurs différents et donc des façons de travailler différentes. Et donc sur un même territoire pas trop éloigné, on va se retrouver avec une diversité énorme de situations. Et donc forcément, c'est autant de situations qu'il faut pour nous appréhender, labelliser et entraîner dans notre algorithme pour avoir des choses qui soient fiables en sortie systématiquement. Donc c'est les deux gros défis qu'on a. Ça marche, merci Grégoire. Je vais maintenant m'adresser à toi, Raoul. Donc, on connaît tous les outils Microsoft, mais développez-vous des solutions à façon pour des clients, notamment pour les grands comptes. Et comment assurez-vous une interopérabilité complète entre les systèmes informatiques et des outils industriels connectés? Oui, alors on fait des choses sur mesure et on a des modèles qui sont pré-entraînés. Donc on va dire on fait un peu de tout, on fait tout de A à Z, on va dire. On peut tout faire. Donc il y a du travail, parce qu'on ne va pas tout faire ça pour chacun. Donc on s'appuie sur des partenaires ou des intégrateurs.
mais on est capable de tout faire. Après, c'est un budget de développer les choses, on est d'accord, donc il vaut mieux voir ce qu'il y a déjà sur étagère versus le développer si ça existe déjà en soi. Donc derrière, l'idée, c'est que par exemple, pour de la reconnaissance d'images, on a des algorithmes qui sont entraînés à reconnaître des images. Maintenant, il faut juste leur dire qu'est-ce qu'on veut voir dans l'image. Donc ça, c'est assez simple à faire. À partir de 25 images, on arrive à reconnaître un chat, un chien, et faire la différence, en fait, tout simplement. Donc il ne faut pas non plus une data énorme pour déjà entraîner un premier niveau, on va dire, l'IA. Et après, on va aller dans la finesse et dans le détail, et là, il va falloir plus d'images et je vais dire, réentraîner le modèle. Mais la base est déjà là, vous n'avez pas à tout redévelopper. C'est ça qu'il faut se dire. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur le cas des colliers connectés, on sait faire de l'IoT. On a des partenaires qui font du hardware, nous on ne fait pas trop sur ces sujets-là, donc on s'appuie aussi sur leur expertise, leur savoir-faire, et nous on fournit la technologie pour arriver à la finalité. Donc l'idée c'est de vous dire aussi, si vous avez des cas d'usage et qu'il n'y a pas des choses sur étagère, on peut vous accompagner et aussi tenir compte de l'existant, parce qu'on ne va pas vous dire allez tout mettre dans le cloud, même si j'aimerais bien, mais derrière l'idée c'est qu'il y a des contraintes, où on sait très bien qu'il y en a qui doivent avoir de l'hybride, de l'on-prem, qui ont des clouds privés, donc l'idée c'est de s'adapter par rapport à ce que vous avez, de venir compléter avec du cloud ou des services qu'on peut proposer pour répondre aux besoins tout en limitant les coûts, l'accompagnement au changement et répondre aux besoins le plus rapidement possible. Donc, vous êtes en capacité de tout faire? Alors, sur le papier. Hein. Après, presque tout. Après, il faut du budget, donc ça dépend des choses. Je pense que c'est très clair. On a vu hier qu'il est essentiel d'évaluer les technologies à la bonne échelle, c'est-à-dire d'évaluer en fait les ressources que ces nouvelles technologies mobilisent, et ainsi que leur affectation. Quel est le véritable cycle de vie d'un processus industriel connecté et numérique? Ça, c'est, je pense, une question que beaucoup dans la salle en fait, se posent. Bien qu'il soit plus performant en termes de consommation d'énergie, on sait qu'il peut nécessiter davantage de ressources pour les serveurs. Est-ce que vous avez réalisé ces évaluations et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, tout simplement? Oui, alors depuis maintenant 5-6 ans, on a créé une entité au niveau de Microsoft Monde, qui Microsoft Sustainability, donc tout ce qui va être l'impact carbone et donc tout un tas d'engagements. C'est une entité qui fait 800 personnes au niveau monde, on en a une vingtaine en France, et donc chaque pays s'adapte aussi aux régulations locales. Et en fait, tous les 6 mois, on va fournir des rapports sur ce que fait Microsoft dans le cadre de l'impact carbone, de ce que on produit avec nos data centers, mais deux aussi de les solutions qu'on vous vend, ce que ça a comme impact. Donc, à nos clients qui utilisent nos solutions, vous avez des dashboards qui sont, donc des tableaux de bord, pardon, on va le dire en français, des tableaux de bord qui sont à votre disposition gratuitement pour voir l'impact carbone que va faire un mail, un stockage ou les serveurs que vous allez utiliser à travers notre cloud. Donc ça, c'est gratuit, il suffit de le brancher sur votre environnement et derrière, vous avez des dashboards, tableaux de bord, je vais y arriver, qui sont mis à disposition et que vous pouvez consulter ou affiner en fonction. Donc ça déjà c'est le premier niveau de réponse. Ensuite Microsoft a pris des engagements assez forts d'ici 2050. Donc l'idée c'est que déjà en 2030 on soit carbone neutre et carbone négatif d'ici 2050. Carbone négatif c'est avoir remboursé la dette depuis la création en 1975 de Microsoft. Après il y a aussi des engagements, alors je ne vais pas faire le détail là-dessus, c'est public là-dessus, mais sur l'eau et ainsi de suite. Et aussi l'ensemble de nos data centers doivent être, alors ils sont quasiment, je vais dire à 95% à énergie renouvelable, 100%, enfin 95% du coup, et le reste, on va dire encore en fonction de la localisation, quelques contraintes. Mais on a comme politique d'avoir des data centers avec énergie renouvelable à 100% d'ici 2030. Très intéressant, donc des actions en fait, proactives pour limiter en fait, l'impact. Est-ce que Grégoire, vous avez, vous de votre côté, la capacité de nous dire si vous mesurez l'impact, votre empreinte environnementale grâce à vos solutions numériques? Alors, l'avantage qu'on a chez Abellio, c'est que nos fournisseurs de data et cloud ont, eux, la capacité de nous donner les éléments qui nous permettent d'appréhender effectivement notre impact carbone, notre impact énergétique. Donc ça, c'est une première donnée que nous avons. Et on a, de manière pour contrebalancer cet aspect-là et voir l'impact qu'on a réel sur le terrain, tous les bénéfices dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les économies d'engrais, les gains de rendement, les économies d'eau, etc. Aujourd'hui, à notre échelle, on est encore une jeune société, c'est très difficile de vous donner des statistiques qui soient fiables et où je ne vais pas sortir un chiffre sorti de mon chapeau. Et comme je ne suis pas encore politicien, je vais éviter de faire ce genre de choses.
Néanmoins, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que clairement, on est de petits usagers des clouds à notre échelle. On a des choses qui sont plutôt bien optimisées. Et en d'autres termes, vis-à-vis de l'impact positif qu'on a sur l'agriculture, donc je parlais des économies d'eau, je parlais des économies d'engrais, des économies de produits phytosanitaires, parce qu'on parle eau, on parle carbone, on ne parle pas biodiversité. Et pourtant, c'est, je pense, l'enjeu aussi de demain. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, mais je dis bien je pense, je ne le quantifie pas, que notre impact est très certainement déjà négatif. On a pris un peu d'avance sur Microsoft. Là-dessus, au moins, la compétition est lancée. C'est déjà pas mal. On n'a pas le même âge. Voilà, donc ça c'était la première métrique surtout, et qui est clairement la seule qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci Grégoire. Nicolas, est-ce que vous pouvez ajouter quelques éléments de compréhension sur l'empreinte environnementale du numérique? Oui. J'ai mes amis du Pôle Hunter dans la salle qui sourient. Donc ouais, parce qu'en fait, le sujet, c'est le sujet du numérique responsable. Et c'est le sujet du Pôle Hunter, donc pôle de compétitivité qu'on a créé l'an dernier. Alors moi, quand je parle de numérique responsable, je prends la définition de la mission interministérielle sur le sujet. Ça, c'est pas la mienne. Et leur définition, c'est le numérique responsable, c'est améliorer l'empreinte environnementale et les impacts sociétaux du numérique. Alors, c'est améliorer, mais il faut comprendre que améliorer l'empreinte environnementale, c'est diminuer l'empreinte environnementale. Par contre, améliorer les impacts sociétaux, c'est augmenter les impacts sociétaux. Donc moi, je vois ça comme une balance à deux plateaux. Il y a un plateau qu'on veut voir baisser et l'autre plateau, on veut le voir monter. Et je pense que... Alors, le problème de la balance, c'est que dans une balance, les deux plateaux sont connectés. Il ne faut pas forcément vouloir les connecter. Donc, si je crois, quelqu'un hier a dit il faut faire mieux avec moins. Alors, non, moi je dirais il faut faire moins et il faut faire mieux. Mais ce n'est pas forcément mieux avec moins. Des fois, pour faire mieux, on ne peut pas faire mieux avec moins. Et des fois, on fait moins sur des choses qui ne sont peut-être pas extraordinaires, mais c'est quand même déjà bien de faire moins sur des choses pas extraordinaires. Donc si demain, parce que si on veut vraiment, si on se focalise sur faire avec moins ou avoir une empreinte environnementale plus faible, c'est facile, on jette tous nos téléphones, on n'en rachète pas d'autres et vous allez voir, l'empreinte environnementale du numérique va vite baisser. Mais donc le sujet, c'est est-ce qu'on en a pour notre CO2 en gros? Donc est-ce que les dégâts qu'on fait via le numérique sur l'environnement, les ressources, etc., est-ce que ça vaut ce qu'on a en face? Mais si on arrive à diminuer la faim dans le monde, si on arrive à améliorer la gestion de l'eau, si on arrive à je ne sais pas quoi, peut-être ça vaut le coup de mettre des ressources numériques. Donc il y a ces deux sujets, ils sont connectés, mais il faut faire attention de ne pas se focaliser que sur l'aspect sobriété. Et il faut faire attention aussi de ne pas vouloir tout résoudre d'un coup, c'est-à-dire forcément vouloir faire mieux avec moins. Encore une fois, des fois, pour faire mieux, on ne peut pas faire mieux avec moins, on est obligé de faire mieux avec plus. Un point de vue très intéressant. Merci pour cet éclairage. Merci Nicolas. Donc on a parlé d'impact, on a parlé de sobriété. Maintenant, on va parler de sécurité. Donc finalement, quels sont en fait les risques liés à la sécurité numérique de nos outils industriels, des données clients, etc. Donc pour répondre à cette question, je vais tout d'abord m'adresser à toi, Raoul. Alors, vaste question. Alors, je ne suis pas quelqu'un de légal, donc il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas forcément répondre, parce que ce n'est pas mon job, donc je préfère pas dire de bêtises, donc je le dis tout de suite. Maintenant, on a quand même des engagements forts là-dessus, donc déjà, vous êtes en Europe, vous avez le droit de choisir les data centers européens, ou même français. Quand vous choisissez ça, on vous garantit que la donnée reste là où vous choisissez de la mettre. Donc si en France, ça reste en France. En France, par exemple, on a 4 data centers, 3 autour de Paris, écartés d'à peu près entre 80 et 160 km, et backup à Marseille avec double data center là-bas. Donc quand vous choisissez la région France, on vous garantit que ça reste là-dedans. Donc loi française et loi européenne. Ensuite, nous on utilise l'IA pour sécuriser l'IA et pour combattre l'IA pour les attaques. Donc ça c'est une chose aussi au niveau de la sécurité qu'on va essayer pour améliorer aussi la sécurité des data centers. Et après vous pouvez aussi, bien sûr, dans les services qu'on propose, nous on fournit de la sécurité par défaut. Vous pouvez aussi amener vos solutions de sécurité complémentaires, si vous voulez sécuriser plus et vous estimez que vous ne pouvez pas mettre tous les œufs dans le même panier, ce que je comprends. Et donc amener des solutions tierces qui peuvent fonctionner sur des solutions Microsoft. Ensuite, j'ai oublié mon troisième point, mais ça va me revenir.
Oui, sur l'IA, toutes les données que vous utilisez, on vous garantit qu'elles vous appartiennent. Ni nous, ni personne d'autre n'a accès à vos données. C'est-à-dire que nous, on sait juste que vous utilisez le service, par exemple, OpenAI, que peut-être vous connaissez, mais on ne sait pas ce que vous en faites. On ne va pas réutiliser la donnée que vous utilisez dans votre entreprise pour entraîner le modèle des voisins. Donc ça, c'est des solutions entreprises qu'on propose et qu'on vous garantit que le modèle que vous allez personnaliser, il vous appartient. Ensuite, après, il faut aussi vous dire, il peut y avoir des failles de sécurité qui sont mises plus en avant avec de l'IA plus facilement. Parce qu'en fait, c'est juste des failles de sécurité que vous aviez, mais que l'IA permet d'accéder plus facilement, plus rapidement. Donc il y a aussi des questions, vous, au niveau des entreprises, ou des personnes qui veulent utiliser l'IA, c'est comment je sécurise mon environnement auquel j'ai accès pour limiter ces failles-là. Donc c'est quel droit je donne à qui et pourquoi et avec quel type d'accès. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête aussi sur ce point-là. Merci Raoul. Et côté Abellio, du coup, comment garantissez-vous la sécurité des données de vos clients? Nous, globalement, comme toutes nos données sont hébergées sur des services comme Azure de Microsoft, on se fie à ces acteurs-là. Clairement, aujourd'hui, dans la cyberdéfense et dans la cybersécurité, on sait qu'il y a toujours meilleur, à la fois pour attaquer, donc à la fois pour défendre. Aujourd'hui, et je pense que c'est un gros sujet pour lequel beaucoup de PME comme Abellio pourraient être impactés, c'est qu'on n'a pas les moyens de véritablement mettre en place une grosse stratégie de cyberdéfense. Donc il y a bien sûr du classique à mettre en œuvre, qui est effectivement la base de toute sécurité, des doubles authentifications, etc., enfin, plein de choses. Mais après, on est forcé, et on n'a pas malheureusement d'autre choix que de se référer à la sécurité qui est mise en place sur les différents outils de web service qu'on utilise, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud ou OVH pour un cloud français. Ensuite, comment on gère nos données? Nous, chez Abellio, forcément, on demande à ce que tout reste en France pour nos données. Donc ça, c'est le premier pas. Et on a aussi, entre guillemets, la chance de ne pas traiter de données personnelles, mais de traiter des données qui sont propres à des sociétés, puisque les agriculteurs, généralement, ce sont des sociétés. Donc on a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. Donc la réponse, je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais en tout cas, c'est celle-ci. C'est de dire, malheureusement, aujourd'hui, on fait autant qu'on peut avec les moyens qu'on a, qui est, je pense, le strict minimum. Et ensuite, on essaye de faire confiance à ceux qui nous hébergent. Pour donner quelques chiffres là-dessus, peut-être pour représenter, alors je donnerai le point de vue Microsoft, mais j'imagine que nos confrères Amazon, Google, c'est la même chose. Nous, on investit 1,5 milliard par an dans la sécurité. J'imagine que ça va être compliqué pour vous de faire ça dans chaque société. Donc c'est ce qu'on vous met à disposition à travers nos outils, première chose. Deuxième chose, pour vous donner aussi quelques chiffres, on se fait attaquer 1,5 million de fois par minute. Il n'y a pas d'attaque qui passe, ou très peu. Et celles qui passent, de toute façon, on les corrige tout de suite. Ça, je peux vous le dire. Donc les solutions qu'on vous met à disposition sont déjà sécurisées. Maintenant, on ne va pas vous dire que ne faut pas sursécuriser. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le zéro trust. Et il faut sursécuriser, parce que l'idée, c'est pas de... C'est surtout quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Si vous n'êtes pas fait attaquer maintenant, vous allez vous faire attaquer un jour. Je parle de cyberattaque. Du coup, c'est comment on anticipe ça, et on va se sécuriser dès maintenant, c'est-à-dire ceinture, bretelle, parachute, plutôt que de se faire attaquer, et puis après de se dire « Ah mince, j'ai tout qui est planté ». Donc c'est aussi l'idée, c'est d'anticiper tout ça, et de vous sensibiliser sur le point. Merci pour ces compléments d'information. Et finalement, du coup, Nicolas, pour vous, en fait, quels sont les principaux défis en matière de cybersécurité que vous voyez émerger finalement, et comment la France et l'Europe peuvent-elles y répondre? Oui, donc je vais faire un lien avec d'autres sujets en essayant de rester concis. Donc ça a été dit déjà un peu par Raoul, en matière de sécurité, l'IA c'est à la fois une opportunité et puis une menace. Donc l'IA permet des attaques sur les systèmes qu'on ne pouvait pas facilement faire avant. L'IA permet de détecter des attaques aussi plus facilement qu'on ne pouvait le faire avant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui a déjà été aussi soulevé par Grégoire, c'est que beaucoup des techniques à base d'IA fonctionnent en mode boîte noire. Donc on vous donne un modèle, on vous dit qu'il a été entraîné, éventuellement on vous dit sur quoi, mais pas toujours. Et de toute façon, vous n'avez aucun moyen de vérifier. Un modèle entraîné, c'est juste une série de nombres, et la série de nombres vous dit rien de ce sur quoi le modèle a appris, et elle vous dit rien non plus de ce que le modèle pourra faire. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment donné, le modèle crée des choses
qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, voire qui introduisent peut-être des vulnérabilités ou des problèmes. Là. Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Après, le lien, c'est analyse de risque. Quand on s'intéresse à la sécurité, en général, la question, c'est mais quels sont les risques? Et derrière la question de l'analyse de risque, il y a la question des dépendances. De quoi suis-je dépendant? Donc si j'utilise les outils de X, Y, Z et que je les utilise très fortement, peut-être à bout d'un moment, mon activité devient très dépendante de X, Y, Z. Mais ça, ce n'est pas spécifique au numérique. Si vous achetez vos tracteurs toujours chez le même fournisseur, vous finissez par devenir dépendant de ce fournisseur. Et derrière, il y a aussi une question de confiance. C'est-à-dire que quand l'acteur vous dit « je vous garantis que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une garantie technique? C'est une garantie légale, juridique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que je fais confiance dans la durée ou pas? Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'on connaît des histoires d'acteurs. Je parlais des tracteurs, c'est parce que je pense que vous savez qu'il y a une marque de tracteurs qui verrouille assez fortement la partie numérique des tracteurs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le réparer si vous ne passez pas par le bon fournisseur. Vous avez un certain nombre de boîtes qui ont fabriqué des objets numériques où la boîte finalement se porte pas bien, met la clé sous la porte et puis les objets numériques en question ne marchent plus parce que la boîte n'existe plus. Donc c'est important d'être conscient de ces dépendances à ce genre de choses. Et donc derrière, finalement, l'autre concept important, c'est le concept de souveraineté. Donc souveraineté au sens rester maître de son destin. Est-ce que demain, je serai capable de prendre les décisions que je voudrais prendre? Et si oui, très bien. Sinon, qu'est-ce que je fais pour gérer les risques que ça entraîne pour mon activité? Merci. Avant de passer à notre session de questions-réponses, j'ai encore 2 questions pour vous. Parlons du passage à l'acte. Parlons du passage à l'action. Quels conseils pourriez-vous donner à notre auditoire pour intégrer sereinement plus de numérique dans le processus? Puis je me permets de rajouter la toute dernière question. Pensez-vous que l'IA générative est une révolution comparable à celle d'Internet et que concrètement, tous ceux qui ne la saisiront pas disparaîtront dans les 5 à 10 prochaines années? Alors, je vais commencer, si tu veux, Olivier. En effet, alors, les statistiques disent en gros que d'ici 5 ans, 75% des entreprises vont avoir intégré de l'IA d'une certaine façon ou d'une autre. À voir. Après, à quelle durée aussi, ça ne sait pas dire, mais c'est des stats. Il y a 3 questions à se poser. C'est pourquoi je dois y aller? Qu'est-ce que moi ça va m'apporter? Comment je le vois dans mon métier? Quand est-ce que je veux y aller? Et surtout, c'est comment j'y vais. Comment je commence à mettre un pied dedans, et quand je commence à... Parce que je ne dis pas qu'il faut faire un Big Bang. Hein. Je dis qu'il faut commencer par des petits projets pour montrer, pour voir aussi, et appréhender l'IA. L'idée, c'est de vous dire, OK, je commence peut-être par programmer, même en perso, mes vacances avec de l'aide de l'IA. Tout bête, hein, mais on va peut-être essayer. Ou me dire, OK, j'ai ça dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire comme recette? Commencez par des choses toutes simples. Et après, vous allez voir que dans la réflexion aussi, moi j'ai des clients qui ont revu tout leur système de support client en utilisant l'IA et ils ont trouvé en fait que l'IA les a aidés à trouver des nouvelles façons de répondre aux clients et au support client de façon plus efficace et ils ont intégré ça dans leur nouveau processus. Donc c'est utiliser l'IA aussi dans la réflexion et éviter les projets Big Bang ou trop longs. L'idée, c'est de faire des petits projets courts et de voir comment ça fonctionne. Il vaut mieux se retourner au bout de 2 mois en disant « bon, moi, ça n'a pas marché, mais j'ai perdu 2 mois », que se dire « je pars sur un projet de 3 ans », et au bout de 3 ans, je dis « mince, fallait que je change au bout du 2e mois, en fait ». Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est tester les choses, réfléchissez aussi au cas d'usage, et c'est là où peut-être... il y en a qui vont, Nicolas va peut-être me soutenir là-dessus, c'est réfléchissez au cas d'usage. Ce n'est pas toujours l'IA générative qui va répondre. Moi, les 3/4 de mes clients, quand je leur fais de l'acculturation et de l'idéation avec eux sur l'IA, ils me disent je vais faire de l'IA générative. Ok, super. Votre cas d'usage, il fait quoi? Ok, en fait, c'est du machine learning ou même juste un tableur Excel parfois. Donc en fait, il ne faut pas non plus se dire je veux tout mettre absolument avec de l'IA générative. Il y a peut-être des choses à automatiser avant avec de l'IA classique, hein, qu'on appelle ça classique maintenant. Parce que maintenant, il y a l'IA générative. Et en effet, l'IA générative, c'est juste une façon d'accéder plus facilement à de la documentation, à des éléments, mais ça existait déjà avant en fait. C'est juste que là maintenant, elle est plus conversationnelle, donc plus facile d'accès. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc adopter une approche agile et faire des petits sprints. Grégoire, un avis sur la question? Clairement, je rejoins mon collègue là-dessus. C'est pour moi ne pas intégrer des projets trop longs parce que, hormis le fait qu'on peut se rendre compte 3 ans après qu'effectivement c'était au bout du 2e mois qu'il fallait changer, ça c'est souvent le constat.
le truc qui est fondamental aussi, et on l'a vu récemment avec les modèles DeepSeek, etc., qui ont pris le pas sur OpenAI, l'IA, elle va très 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 vite, comme tout autre domaine d'ailleurs du numérique, ce qui veut dire qu'un projet qui dure trop longtemps, il est déjà obsolète avant d'arriver à la fin. Donc je pense qu'effectivement, avoir la stratégie de faire petit projet par petit projet, effectivement d'optimiser, parce que l'IA c'est que de l'optimisation. Il y avait hier soir un reportage justement sur l'intelligence artificielle sur France 2, et il parlait bien de ces aspects-là. L'IA, elle permet d'automatiser des tâches, elle permet d'optimiser le temps qu'aurait mis quelqu'un d'autre, un humain, pour faire ces tâches. Quand moi j'analyse des mauvaises herbes avec une intelligence artificielle, je prends n'importe quel agronome, il regarde des photos et il saura me dire où sont les mauvaises herbes. C'est juste que mon IA, elle va traiter 10 000 photos par minute, là où mon humain, s'il en traite 2, je serai content. La différence, elle se fait là. Donc c'est, 1, faire des petits projets, 2, se focaliser sur les difficultés qui sont rencontrées principalement. C'est-à-dire ne pas se lancer sur un projet très long et sur des choses qui sont un peu futiles, mais sur ce qui est véritablement optimisable et le plus facilement possible, et là où on a la maîtrise de la donnée. Je pense que, et c'est là où je voulais en arriver, il faut pouvoir maîtriser la donnée. Si je dois créer de la donnée pour développer quelque chose, je vais mettre beaucoup plus de temps que si la donnée, je l'ai déjà et que je peux entraîner un modèle. Effectivement, l'IA générative, je pense que ce n'est pas du tout la solution à tout. Pour moi, pour répondre à ta deuxième question de manière assez claire, je pense qu'effectivement, c'est un gros tournant. Tous nos développeurs, ils l'utilisent déjà pour coder plus vite, pour être plus efficace. Et je leur ai justement parlé pas plus tard que cette semaine. Je leur ai dit, mais vous avez une idée de la productivité que ça vous rapporte? Ils me disent, pour toutes les tâches qui n'ont pas de plus-value, je les fais en quelques secondes contre quelques minutes. C'est énorme en termes de productivité. Donc, ça veut dire que pour moi, en tant que chef d'entreprise, un développeur qui fait 7 heures de travail par jour, il a peut-être une efficacité qui est multipliée par 2, par 3. Pourquoi? Parce que les tâches à haute plus-value, ce n'est pas ce qui représente la majeure partie de son travail. Ce qui représente la majeure partie de son travail, c'est le debug, c'est comprendre pourquoi effectivement il y a quelque chose qui ne marche pas, et c'est commenter, et c'est faire de la documentation. Et tout ça, l'IA, elle ira beaucoup plus vite, et elle sera beaucoup plus claire, et en plus, on aura quelque chose d'uniforme dans nos process. Donc finalement, sur ces tâches-là à faible plus-value, l'IA, oui, elle va prendre le pas sur des humains. Par contre, sur des tâches à haute plus-value, clairement, aujourd'hui, et encore pour longtemps, on est tranquille. Merci beaucoup. Nicolas? J'ai pris des notes parce que je voulais être sûr de rien oublier. Bon, déjà, pourquoi comparer à Internet, en fait? Moi, ça me fait toujours rire. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ont révolutionné le monde et dont on ne parle pas. Je vous disais tout à l'heure, les gros disques durs, le Wi-Fi, d'accord. Un jour, on m'a demandé qu'est-ce qui fait la valeur d'un téléphone mobile. À l'époque, je travaillais sur les interfaces tactiles. La personne était persuadée que j'allais répondre l'écran tactile. Mais pas du tout. C'est la batterie et le réseau sans fil. D'accord. On aurait le même téléphone et on serait obligé de le brancher en permanence sur le courant ou sur le réseau. Il ne vaudrait rien, en fait. D'accord. Malgré une superbe interface tactile. Donc, en fait, il y a une seule révolution. C'est le numérique. Et après, c'est plein de vagues, plein de couches, si vous voulez. Mais donc réduire ça à il y a eu pas grand-chose, et puis tout d'un coup Internet, puis pas grand-chose, puis tout d'un coup l'IA générative, c'est juste ignorer tout un tas de choses qui se sont faites et sans lesquelles l'IA générative n'existe pas. Donc la vraie révolution, c'est le numérique et c'est son pouvoir de transformation de tout un tas de choses. Après, j'aime bien les discussions sur l'IA, ça permet de m'enlever les tâches qui n'ont pas de plus-value. Donc là, il y a une vraie question sur laquelle je m'interroge beaucoup. C'est très facile, encore aujourd'hui, de faire dire des grosses bêtises aux IA génératives les plus sophistiquées. Donc on parlait tout à l'heure avec Raoul, des œufs de vache. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai réussi à faire dire à un outil bien connu, quelque chose qui aurait fait que si j'avais appliqué ça dans la vraie vie, je serais mort. Après, je vous dirai le truc si on a un peu plus de temps. Et sur des trucs évidents, on arrive à leur faire dire des grosses bêtises. Donc sur des trucs moins évidents, probablement qu'ils disent aussi des grosses bêtises, mais on s'en rend moins compte. Donc le lien avec les tâches à faible plus-value, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on sait tout ce qu'on sait? C'est parce qu'on a passé énormément de temps à faire plein de trucs dont souvent la valeur immédiate n'est pas évidente. Et donc, par exemple, quand je cherche un bouquin dans une bibliothèque,
je passe beaucoup de temps à chercher le bouquin, mais pendant que je passe beaucoup de temps à chercher le bouquin et que je ne le trouve pas, je vois tous les bouquins que je ne cherche pas, mais que peut-être je chercherai un jour. C'est ce qui fait que le jour où vous êtes papa, vous trouvez facilement les couches au supermarché, même si vous n'avez jamais dû en acheter, parce que vous êtes passé devant un certain nombre de fois. Donc là, à partir du moment où l'IA peut aller chercher pour moi le bouquin, je ne sais plus ce qu'il y a dans la bibliothèque. Okay, et ce qu'il y a dans la bibliothèque, c'est ce qui fait que quand l'IA me dit une connerie, je sais dire qu'elle me dit une connerie. Donc demain, comment on saura si l'IA nous dit des conneries ou pas, si on ne sait plus ce qu'il y a dans la bibliothèque? Et donc il y a un vrai sujet là qui est qu'est-ce qu'on confie à l'IA, et pour nous qui sommes vieux, là tous dans la salle, même les plus jeunes, c'est pas très grave parce qu'on a déjà toute cette culture, tout ce background. Mais pour les plus jeunes qui utilisent massivement ces outils, comment on fait en sorte que ces outils remplacent pas trop de ce qu'on faisait nous quand on était plus jeunes, pour que demain ils soient en capacité aussi de dire quand l'IA dit des conneries ou pas. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Et à nouveau, sur est-ce que dans 5 ans, tout le monde va utiliser l'IA, comme on dit toujours, prédire le futur, c'est quand même très très difficile. Mais je pense que c'est même pire que ça. On est extrêmement dépendant de plein de choses dont pas grand monde ne sait dire aujourd'hui si elles existeront encore dans 5 ou 10 ans. Et on a eu tellement de choses ces dernières années, entre le Covid, la situation géopolitique et tout, ou plein de choses qu'on pensait être immuables, tout d'un coup, on se rend compte que, ah bah tiens, non, on pensait que ça changerait jamais, mais finalement ça change. Donc je pense qu'il faut être prudent dans ce qu'on annonce, et du coup, dans l'analyse de risque que je vous disais tout à l'heure, il faut peut-être quand même réfléchir à un futur dans lequel peut-être tous ces outils fantastiques, on n'y a plus accès, parce que par exemple, peut-être que finalement, il n'y a pas de bon modèle économique, peut-être que ça coûte vraiment trop cher. Et pour terminer, le parallèle que je ferai, parce que dans une discussion de préparation qu'on a eue, on s'était posé la question mais finalement, il y a quand même beaucoup d'usages récréatifs de l'IA générative. Est-ce que c'est bien, pas bien? Et j'avais dit, mais souvenez-vous, non, on n'y était pas, mais au début de la voiture, quand les gens marchaient à pied et étaient sur des chevaux, les usages de la voiture, c'était probablement que très récréatif et réservé à quelques personnes. Et puis finalement, c'est devenu quelque chose de très répandu. Bon. Donc peut-être il faut faire attention de ne pas forcément juger l'IA générative sur la base de quelques exemples qu'on trouve assez anecdotiques, parce que peut-être que derrière, il y aura des choses bien plus intéressantes. Mais d'un autre côté, finalement, la voiture au début, c'était comme l'avion au début, d'accord, un truc un peu récréatif réservé à quelques personnes très riches. Mais sauf qu'on a peut-être tous on est nombreux à avoir une voiture, on est peu à avoir un avion. Moi, j'en ai pas. Et je connais quelques personnes qui ont un avion, mais pas tant que ça. Mais encore moins de gens qui ont des hélicoptères, d'accord. Donc, est-ce que l'IA générative, c'est la voiture ou c'est l'avion ou l'hélicoptère? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, et je pense qu'il faudra un peu de temps pour qu'on sache. Alors, encore un dernier truc, parce que du coup, il y a des gens qui disent on sait tellement peu ce qui va se passer que du coup, pourquoi on régule, pourquoi on fait les AI Act, etc. Et donc, ma dernière phrase, c'est à cause du gros pouvoir de transformation du numérique. Le truc dont je vous parlais tout à l'heure, j'améliore la manière d'améliorer, etc. D'accord ? C'est parce que le moindre petit truc qu'on fait maintenant sur le numérique étant partout, ça a des conséquences tellement grosses qu'il faut faire attention. On ne peut pas juste dire allez hop, on expérimente et ça part dans tous les sens. Et il y a des choses où l'Europe a dit ça, on n'en veut pas. On ne veut pas surveiller les populations avec l'IA, par exemple. Merci Nicolas. Merci pour ces précisions. C'est un débat très intéressant. Et on peut passer aux questions. On prend 1, 2 questions maximum s'il y en a dans l'audience. Une. Alors, ça sera une. Merci Eric. Avec plaisir. Je suis désolé, je suis vraiment... Ah, Monsieur Compère, bonjour. Alors désolé parce que c'est une question qui était un peu ciblée pour Grégoire, mais peut-être que vous aurez un regard. Grégoire, tu as parlé d'agriculture de précision et tu as dit qu'aujourd'hui, principalement, tu utilisais des algorithmes entraînés, donc avec de l'apprentissage supervisé. Est-ce que l'agroécologie remet en cause ces principes-là et t'amène à réfléchir à d'autres méthodes de traitement de données, de l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement, ou est-ce qu'on touche du doigt les limites de l'IA à date pour penser l'agroécologie au sens de la mobilisation, l'amplification et l'orientation des processus écologiques à des fins productives? C'est une question qui est effectivement profondément intéressante parce que notamment je rebondis sur le mot apprentissage par renforcement. Pour faire de l'apprentissage par renforcement, il faut faire des répétitions. Si on fait des répétitions, il faut prendre plusieurs années. Et si on veut faire un algorithme, comme je dis tout à l'heure, surtout dans l'agriculture, faire des répétitions avec une météo qui change, on en a pour des décennies, voire des siècles, clairement. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller plus vite? Il faut faire un jumeau numérique. Mais pour faire un jumeau numérique, il faut avoir une maîtrise complète des modélisations et des interactions qu'on a entre le sol, l'air, etc. etc. Donc, je ne vais pas introduire les jumeaux numériques, etc., sinon on en a pour des heures. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, et c'est systématique pour l'IA, à mon sens, on l'a très justement dit ici, quand on parlait du fait qu'effectivement l'IA disait beaucoup de conneries. L'IA dit beaucoup de conneries, donc il faut qu'elle soit supervisée. Non seulement entraînée, mais supervisée au sens d'avoir quelqu'un qui regarde si elle ne dit pas de conneries. Et quelqu'un qui a le savoir, ou en tout cas suffisamment de savoir pour dire ça me semble plausible ou ça me semble complètement erroné. Non, on ne va pas aller arroser un blé en plein hiver, grosso modo. Donc, effectivement, dans le cadre de l'agroécologie, pour revenir sur ta question, Pierre, je pense qu'il y a à la fois une optimisation et un accompagnement des changements des pratiques des agriculteurs qui passent effectivement et qui peuvent être accompagnés par l'intelligence artificielle, mais qui doivent être suivis par des agronomes. Et pour moi, c'est exactement d'ailleurs la genèse d'Abellio. Abellio, c'est né parce qu'on avait des agronomes qui savaient beaucoup de choses, mais les agronomes ne pouvaient pas être partout. Et donc, c'est comment on optimise finalement le temps d'un agronome pour que le conseil et la bonne parole qu'il prêche puissent être diffusés partout, tout le temps. Et donc, c'est effectivement comme ça qu'on a créé Abellio. Donc, pour entrer un tout petit peu plus dans le modèle, on est sur quelque chose qui fait de la fusion, de l'hybridation entre des modèles qui sont dits déterministes et une connaissance qui est propre à des agronomes, donc des modélisations issues d'agronomes type Arvalis, INRAE, etc. Et des modèles d'intelligence artificielle supervisés. Et donc l'agroécologie, on est pile poil dans ce créneau-là, c'est-à-dire utiliser du savoir et effectivement des choses que l'on commence à maîtriser un petit peu dans l'agroécologie, et à la fois des optimisations qui sont le fruit d'algorithmes comme ceux d'Abellio pour aller plus vite installer l'agroécologie dans les fermes. Et ce par quoi je voudrais finir, et je pense que ça rejoindra potentiellement ce qui a été dit juste avant, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, ce n'est pas mystique. L'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. Et ça, il faut absolument le garder en tête. Il n'y a pas d'IA sans maths, il n'y a pas d'IA sans statistique. Et donc, statistiquement, une IA, elle peut se tromper ou elle peut avoir raison. Et globalement, ça revient à faire des modèles agronomiques juste de manière plus complexe potentiellement. Et peut-être un point pour compléter ce que tu viens de dire, qui est très juste. On peut aussi cadrer l'IA, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on entraîne des modèles génériques, donc des large language models, c'est des gros modèles basés sur plein de choses. Mais l'idée dans votre métier, c'est que vous voulez qu'ils répondent à une chose et pas à côté. D'accord ? Donc on va faire ce qu'on appelle le prompt system chez Microsoft. C'est que vous allez cadrer l'IA pour les utilisateurs qui vont l'utiliser, pour le cas d'usage en question. Donc en fait, vous allez dire, tu vas me dire, je suis notaire, tu vas me répondre que sur ça. Bon, en fait, si tu lui poses une question sur la cuisine, je ne vais pas te répondre. Donc en fait, vous pouvez le cadrer l'IA aussi sur la base que vous avez de documentaire et la data que vous avez par rapport au cas d'usage. Et moi, j'ai des clients qui font un cadrage par cas d'usage. Mais ça leur prend 5 minutes. Mais l'idée, c'est de bien cadrer l'IA pour la personnifier, pour qu'elle réponde à un besoin. Encore une fois, c'est le cas d'usage qui va vous le dire. Mais vous pouvez jouer aussi là-dessus, ce qui permet d'éviter de réentraîner des modèles spécifiquement, de cadrer l'IA et de changer de modèle facilement, puisqu'il change tous les 2 jours. Très bien, je pense qu'on peut applaudir nos 3 experts. Merci beaucoup.